Et je reçois maintenant Jean-Luc Chétry, directeur général de l'Union des marques. Bonjour. Bonjour. Vous représentez 1600 marques, ce qu'on appelle globalement des annonceurs. Moi, je voulais savoir d'abord, Jean-Luc, comment est-ce que vous qualifieriez cette fin d'année là? Dans quel environnement est-ce qu'ils évoluent, les annonceurs, aujourd'hui? C'est un environnement très particulier. Il n'est pas facile à qualifier parce que finalement, on a un grand écart entre certains secteurs qui vont extrêmement bien, comme le secteur du luxe, et certains secteurs qui commencent à vraiment subir les conséquences des difficultés à la fois énergétiques, donc le coût de l'énergie, et puis le coût des matières premières, et donc par exemple la grande consommation est en train de connaître un ralentissement extrêmement fort. Donc l'ensemble, quand vous regardez l'ensemble, vous avez une économie, puisqu'au fond, à travers l'Union des marques, on a tous les secteurs de l'économie. Vous avez une économie qui continue à croître, mais qui est en train de ralentir très fort. Et la question, c'est que va-t-il se passer en 2023 ? Bien sûr. Et là, il est très difficile de faire un pronostic. Je ne vais pas... vous n'allez pas vous y risquer. Je ne vais pas m'y risquer. Je pense qu'on est dans un monde... On a toujours été, depuis quelques années maintenant, avec les différentes crises sanitaires, sociales, économiques et énergétiques, dans un environnement qui est imprévisible, qui est volatile. Et on va continuer à œuvrer dans cet univers-là. Alors, dans un univers comme celui-là, il faut continuer à construire des marques. Parce qu'au fond, c'est le ciment, c'est le levier qui permet de faire face. Parce que cette crise il y a en termes... Est-ce qu'on ira jusqu'à une récession ? On ne l'espère pas. Mais elle sera de toutes les façons très cyclique et on l'espère le plus court possible. Et donc, il faudra se construire. Il faudra continuer à construire des marques pour faire face et rebondir plus fort quand la reprise va revenir. Elle reviendra. Avant qu'on se projette un petit peu sur ce qui est en train de changer sur le marché, on a quand même une année 2022 qui a été assez pleine de surprises. On a eu notamment la fusion ratée entre TF1 et M6. Vous-même, vous étiez contre. Pourtant... Non, je vous reprends, je n'ai pas été contre la fusion TF1-M6. Ce qu'on a dit à l'autorité de la concurrence, c'est qu'il fallait s'assurer que, justement, le marché reste concurrentiel. Elle a décidé, c'est l'autorité de la concurrence qui a décidé de garder les marchés tels qu'ils étaient. Et ce faisant, ça a rendu impossible la fusion. Mais en revanche, l'Union des marques, on a toujours été sensible à l'idée qu'il fallait que les acteurs de la télévision, quels qu'ils soient, puissent avoir les mêmes armes. Et on va parler des plateformes. Et les mêmes armes que les plateformes pour pouvoir se développer. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Concentrons-nous sur ce sujet. L'autorité de la concurrence vient de trancher. Peut-être qu'elle changera d'avis dans quelques années. Mais pour l'instant, elle a tranché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le focus doit être comment faire face au développement des plateformes et ne pas détruire l'outil français de l'audiovisuel. Alors justement, avec quelles règles elles jouent aujourd'hui les plateformes? Parce qu'on a vu Netflix se lancer sur ce marché de la publicité, là, il y a tout juste quelques jours. Oui. J'imagine bien qu'elle ne joue pas avec les mêmes règles que la télévision. Elle ne joue pas avec les mêmes règles. Si, les règles sont les mêmes. Thierry Breton rappelait à Elon Musk que l'oiseau Twitter devra voler selon les règles de l'Union européenne, sinon il ne volera pas. C'est la même chose pour Netflix. Netflix doit voler selon les règles de l'Arcom, les règles de l'ARP, l'autorité de régulation de la publicité, oui. Les règles de la mesure par médiamétrie. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Ne volera pas. Pardon ? C'est pas le cas aujourd'hui. Netflix n'est pas mesuré par médiamétrie. Pas encore. L'offre vient juste de se développer. Et au moment où on se parle, Médiamétrie discute avec Netflix. En l'occurrence, c'est un peu complexe, mais Netflix n'opère pas directement la dimension publicitaire de l'offre qu'ils viennent de créer. C'est Xandr, donc filiale de Microsoft, qui opère cette offre publicitaire. Et c'est donc Xandr qui discute avec Médiamétrie pour faire mesurer. Et j'ai rencontré les équipes de Netflix en France, j'ai rencontré les équipes de Xandr il y a encore quelques jours. Et elles ont toutes les deux montré une très bonne volonté en disant nous voulons appliquer les règles qui s'appliquent à ce pays. Nous ne voulons pas faire des offres qui soient opaques, nous voulons les faire mesurer parce que nous voulons construire dans la durée. Et donc, on les prend au pied de la lettre et on a hâte de voir en effet
ces différentes mesures venir être contrôlées. Parce que, en gros, mais ce n'est pas les premiers, ce n'est pas les seuls. Google était dans un monde de l'automesure. Aujourd'hui, Google, pour ce qui est de l'offre vidéo, accepte d'être mesuré par médiamétrie. On a déjà ça pour YouTube. Il faut que Prime Video, parce qu'on parle beaucoup de Netflix, mais Prime Video, c'est pas presque, c'est beaucoup plus important aujourd'hui que Netflix dans le monde de la publicité en tout cas. Est-ce qu'eux, ils ont déjà une offre publicitaire ? Ils ont une offre publicitaire. Amazon est un très grand acteur du marché de la publicité. On parle de plusieurs dizaines de milliards. Là où Netflix aujourd'hui, si on doit parler d'1 million au niveau mondial, c'est bien le maximum du chiffre d'affaires au moment où on se parle. Peut-être que d'ici 1, 2, 3 ans, 5, 10 ans, ils représenteront plus. Mais pour l'instant, ça n'est rien. Et donc, Amazon est encore un acteur, et Prime Video, par exemple, qui diffuse les matchs de football, n'est pas mesuré par médiamétrie au moment où on se parle. Eh bien, ça doit cesser. Il faut que Prime Video soit mesuré de la même façon que Canal+ est mesuré. Et donc, quand la Ligue de football regarde l'audience des matchs, eh bien, elle doit avoir des éléments qui sont indépendants, mesurés par un tiers de confiance. Et il reste du chemin, là. Comment est-ce que vous appréhendez cette arrivée de la publicité sur les plateformes en tant que représentant de l'Union des marques? Est-ce que vous dites c'est super pour mes adhérents, ça va faire des opportunités de communication différentes, on ne sera pas forcément contraint par une régie super puissante ou une autre? Moi, je crois que ça va au-delà des sujets de concurrence et de mise en concurrence des régies. C'est un sujet plus fondamental. C'est qu'au fond, on redonne l'accès à des publics qui avaient décidé de ne plus voir de publicité. L'offre de Netflix, c'était le meilleur des contenus sans la publicité. C'était sa promesse initiale. C'est vrai. C'est un retour en arrière. Enfin, Red Hastings présente ça comme une grande évolution, mais au fond, par rapport à la promesse initiale, c'est quand même un grand retournement sur soi-même. C'est bien, tant mieux. Ils ont reconnu que finalement, la publicité, et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, on redonne au public l'idée que la publicité, ça aide à ce que des contenus puissent être moins chers, voire même gratuits. La télévision, elle est gratuite dans beaucoup de chaînes en France parce que la publicité la finance. Donc ça, c'est un point positif. Le deuxième point positif, c'est ce que vous disiez, c'est que les marques, eh bien, elles se trouvent maintenant avec une offre complémentaire dans des environnements qui sont premium. C'est des écrans, parce que les séries sont des séries de très grande qualité, les films aussi. Donc on trouve pour des marques de nouveaux environnements dans lesquels elles peuvent communiquer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça restera une bonne nouvelle si ça ne déshabille pas des acteurs qui, eux, financent la mesure, financent la régulation, comme TF1, M6 et toutes les chaînes du paysage audiovisuel, et la création, bien sûr, très important. Il faut donc que tout le monde participe de cet écosystème et finance à sa juste part sa contribution à ce qu'on ait un écosystème qui soit compétitif. Nous, on a parlé de TF1 M6, on est attentif à la concurrence entre les chaînes, mais on est attentif à la concurrence aussi avec ces plateformes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le secteur de la publicité à la télé est trop réglementé et qu'il faudrait peut-être donner accès aujourd'hui à certains secteurs ? Non, je ne crois pas que ça soit trop réglementé. La réglementation, on n'est pas contre à l'Union des marques quand ça fixe un cadre. On y participe, on y contribue, on fait évoluer. On a l'autorégulation. L'autorégulation, c'est l'autorégulation de la publicité. Moi, je suis le vice-président de l'autorité de régulation de la publicité. Et donc, à ce titre, je crois aux valeurs de l'autorégulation. C'est-à-dire qu'on se fixe des règles plus dures que la régulation. Que le législateur. C'est vrai pour l'alimentaire, par exemple. Si vous comparez des publicités en France sur des produits alimentaires et vous comparez ces publicités aux États-Unis, vous verrez un énorme écart. On ne diffuse pas en France quelqu'un qui... on ne fait pas une publicité avec quelqu'un qui mange devant son écran. Donc tout ce qui est consommation sédentaire, on ne le montre pas dans un écran publicitaire. Donc on s'est fixé un niveau plus élevé que la régulation. Donc oui à la régulation, mais alors si oui à la régulation, la même pour tout le monde. Et là, on a des rendez-vous avec le secrétariat au numérique et avec les différents ministères pour nous assurer que les plateformes ne trouvent pas une façon de jouer sans les règles. Il faut qu'elles jouent avec les mêmes règles que tout le monde. Vous me disiez, je ne vais pas faire de pronostic sur l'année 2023, mais néanmoins, quels sont selon vous les grands chantiers, les grands défis des annonceurs pour l'année à venir ? Bon, le premier grand défi, on l'a un peu évoqué, c'est celui de l'inflation. Et donc, comment est-ce qu'on arrive, et là, ce n'est pas annonceur, c'est comment les entreprises vont réussir à faire face et aider ainsi leurs consommateurs, leurs collaborateurs et leurs consommateurs à faire face. Le deuxième grand défi, c'est celui de la transformation durable. L'urgence climatique
ne peut pas être mis entre parenthèses avec la situation que nous connaissons aujourd'hui en Ukraine ou cette situation énergétique. D'ailleurs, au fond, la situation énergétique, c'est peut-être l'opportunité de repenser nos modèles. On va développer comme jamais les énergies renouvelables. Eh bien, nous, d'un point de vue communication, nous devons encourager à construire un univers et un futur qui soit de plus en plus désirable. C'est le rôle de la publicité, finalement, qui a été considéré, qui est très critiqué, parce qu'on considère qu'elle est l'une des causes de la consommation, voire de la surconsommation. Eh bien, à nous de faire la preuve avec les publicitaires, avec les agences, avec les médias, que finalement, le monde de la communication peut être un acteur de cette transformation durable, encourager la sobriété, aider à ce que les Français fassent des choix éclairés et consomment parfois moins, mais mieux. Et ça, la communication a un vrai rôle à jouer. Donc vraiment, je pense que 2023, ça doit être une année d'accélération des engagements des marques. Et je le sens, hein, c'est plutôt ce que j'entends de mes membres sur les sujets de transformation durable. Merci beaucoup Jean-Luc Schrittritz. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Union des marques. Merci.